République démocratique du Congo a fait son entrée dans l'histoire de la nouvelle technologie de l'information et de la communication avec le lancement de la fibre optique au point d'atterrage à Mwanda. Après la police nationale, le chef de l'État vient de nommer des officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. La lecture de ces ordonnances à suivre à la fin de ce journal. Louis Alphonse Koyagalo Basete Guerembo investi gouverneur de la province de l'Équateur par ordonnance présidentielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première édition sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité reste dominée par la mise en marche de la station d'atterrage de Mwanda par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Après 4 ans des travaux, la connexion de la RDC à la fibre optique est désormais chose faite. Jacques Moukalang-Makal, reportage. La République démocratique du Congo, désormais sur l'autoroute de l'information, c'est l'ère nouvelle de la révolution de la modernité dans le secteur de la télécommunication qui consacre la volonté tenace des instances nationales. Un pari de gagné pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a inauguré la station d'atterrage de la fibre optique de Mwanda. Il y est arrivé dans cette cité côtière du Bas-Congo à 10h30 le lundi 8 juillet 2013 à l'aéroport national, où il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Mbadou, le Premier ministre Matata Ponyo, avant d'être fleuri au pied de l'avion et de saluer le comité restreint. Visite mémorable marquée par cet événement de taille qui a traîné grand monde à Mwanda, la fine fleur de la République démocratique du Congo, le gratin des Congo, le Premier ministre, l'équipe gouvernementale, les diplomates expatriés, les hauts cadres du pays et les élus nationaux provinciaux, bref, une assistance diversifiée dans toute sa bigarnure qui a partagé ce moment historique pour la RDC avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, initiateur du projet, savourant ainsi la vision de hisser ce géant d'Afrique au rang des pays émergents dans la sphère de nouvelles technologies de l'information. 4 ans après le lancement des travaux, en 2009, à Sanda, dans le Bas-Congo, à une trentaine de kilomètres de Matadi. La cérémonie inaugurale a été marquée par 3 discours de haute portée sociale, dont les orateurs ont émerveillé les officiels et les habitants massés autour de la tribune d'honneur. Dans la foulée, le premier intervenant a été le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, qui, dans son adresse, a rendu grâce à Dieu et hommage au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, depuis bientôt une décennie, fonde sa vision sur la révolution de la modernité pour cette nouvelle RDC déjà cinquantenaire qui l'accompagne vers l'indépendance technologique de l'information grâce à la fibre optique. L'autorité provinciale a invité la population et les expatriés à s'approprier ces technologies de pointe. Il a tressé des lauriers au Premier ministre Matata Ponyo et à toute l'équipe gouvernementale pour les sacrifices consentis. Le second orateur, Placide Mbatika Kingoudi, administrateur délégué par intérim de la Société congolaise des postes et des télécommunications, a rappelé que l'inauguration de la station d'atterrage de câbles sous-marins WATS de la RDC traduit la renaissance de la SCPT, de la connexion du Congo à l'autoroute de l'information et de la communication. Selon lui, le système West Africa Cable System relie la côte ouest d'Afrique à l'Europe avec 14 points d'atterrage. Il a terminé son adresse par la gratitude exprimée au chef de l'État. Le dernier intervenant a été le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinkei Mulumba, qui, dans un style poétique, a loué la ténacité du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a inauguré la station d'atterrage de Mwanda, tout un symbole de l'ère du numérique, numericus selon l'orateur. Ce bouleversement technologique entraînera la croissance économique, l'emploi, l'essor industriel, d'où la nécessité de la maîtrise de la connaissance, a-t-il insisté au moment où la fiabilité, la vitesse et la qualité de la téléphonie mobile se vivront au quotidien, pense le ministre, qui a rappelé le rôle de la verdoyante province du Kivu, dont le coltan demeure un minerai essentiel pour les nouvelles technologies. Les discours terminés, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a coupé le ruban symbolique
tout un message de sa volonté inébranlable à aller de l'avant en offrant ce meilleur cadeau de la télécommunication à ses compatriotes et aux expatriés résidant en République démocratique du Congo. Immédiatement après, le président a mis en service la station d'atterrage de Mwanda pour la fibre optique en présence d'une brochette d'invités de marque. Et le tour des salles a été accompli avant d'immortaliser la cérémonie dans le livre d'or et la photo de famille avec notabilité officielle, cadres et agents de la SFPT a été l'apothéose même de la manifestation qui a été exceptionnelle par le bain de foule au cœur de la cité côtière. Ainsi, Mwanda a marqué les esprits en République démocratique du Congo et sur les 14 heures, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est envolé pour Kinshasa, la capitale. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a animé le week-end dernier une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué plusieurs aspects de la vie nationale, notamment l'aspect économique. En voici un essai choisi pour vous par Guillaume Koukoumamengi Pandji. Sort de l'économie congolaise. Vous êtes sans oublier que la RDC a été citée parmi les 10 premières économies africaines qui ont les taux de croissance les plus élevés. On les cite même parmi les top de 5. Et ceci est exceptionnel. Pour certains analystes internationaux, ils fixent le taux de croissance de la RDC aux environs de 8,8%. J'ai dit bien les spécialistes internationaux. Le Fonds monétaire a même, lui, tablé sur un taux de croissance de 8,3%. Mais nous, le gouvernement congolais, nous restons minimalistes pour des raisons d'objectivité. Nous sommes encore à un taux de croissance de 8,2% pour les spécialistes de l'économie congolaise sous contrôle du gouvernement. Et le taux de croissance de 8,2% est réalisé en dépit de la guerre à l'est du pays. Ceci est très important, parce que la guerre à l'est du pays nous absorbe des ressources importantes qui auraient dû être affectées conformément à la volonté et à la vision du chef de l'État à des investissements capables de tracter la croissance. Il y a aussi moyen de dire que la guerre à l'Est plombe la sécurité globale du pays. Donc il y a des actions, des investissements qui auraient dû être réalisés dans cette partie du pays, mais qui ne le sont pas. Donc une performance de 8,2% dans un environnement global perturbé notamment par l'insécurité est une performance qu'il faut en tout cas regarder avec beaucoup plus d'optimisme. S'agissant de l'inflation, je voudrais vous signaler que la RDC réalise des prouesses exceptionnelles dans ces domaines aussi. Parce qu'à fin juin 2013, nous avons un taux d'inflation situé à 0,37%. Performance depuis les années 60, à l'exception des 2 années. Ceci veut dire que si la même rigueur continue, si la même gouvernance continue, nous devons réaliser un taux d'inflation inférieur à 1% à fin décembre 2013. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a procédé hier lundi au lancement du spécimen de la carte de service biométrique pour les policiers, cadre choisi pour cette cérémonie. Le commissariat général de la police nationale, Mirindeke, Oscar Mbal, Kaïj, Youssef Abedi ont signé ce reportage.
L'opération si attendue depuis le début du processus de la réforme de la police est enfin arrivée avec la carte de service infalsifiée ce lundi aux policiers. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation de la gestion des ressources humaines de la police nationale, entre de plein pied dans sa 4e et dernière phase, au cours de laquelle le gouvernement congolais aura concrétisé son engagement financier vis-à-vis de l'Union européenne, principal bailleur du projet. Une réelle satisfaction pour le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Mongezmons, de participer à cette cérémonie qui marque le début d'un nouveau cycle de la police nationale congolaise. La distribution de cette nouvelle carte permet de préciser l'identification du policier, de rassurer la population avec laquelle le nouveau policier est obligé de vivre et de travailler, mais aussi de marquer un temps, une étape décisive vers l'aboutissement heureux de cette réforme. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bissengimana, premier bénéficiaire de cette carte, a manifesté sa ferme détermination à poursuivre l'accomplissement de cette mission noble de la police nationale, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Il y a lieu de noter que ces cartes seront déployées sur toute l'étendue du territoire. Le ministre Mouyej n'a pas manqué de remercier l'Union européenne pour son apport efficace afin d'obtenir cette nouvelle carte qui permet aux policiers d'être identifiés et reconnus par l'État. La ministre française à la francophonie, Yamina Benguigui, et la campagne du président français, Valérie Trierweiler, séjourne en République démocratique du Congo actuellement. Elles sont arrivées cet après-midi à l'est du pays, précisément à Bukavu, où elles sont au chevet des femmes violées. Virginie Lofembe nous en parle. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Masonati Chamboroya, a reçu pour la toute première fois dans la ville de Bukavu Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, et la ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui. Aussitôt arrivées, elles se sont dirigées en compagnie de l'autorité exécutive provinciale à l'hôpital de Pandi où sont soignées les femmes victimes de viol par le médecin directeur et gynécologue Denis Mukwege. Occasion pour la ministre déléguée de le décorer de la médaille d'officier de la Légion d'honneur française en présence de l'ambassadeur de France en RDC. Dans son mot de circonstance, Yamina Benguigui a tenu à rappeler qu'en plus de la prise en charge des victimes de viol, il faut également s'attaquer aux causes qui sont les guerres récurrentes dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Prétexte pour la ministre française de réaffirmer au gouverneur de province l'appui du gouvernement français dans la recherche des solutions en RDC. À travers un plaidoyer auprès de la délégation internationale de World Vision, le gouvernement de la République se dit déterminé à réduire le taux de mortalité chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Encore une fois, Virginie Lofembe pour le reportage. À 2 ans de l'échéance des atteintes des objectifs du millénaire pour le développement, d'ici 2015, la RDC ne cesse de multiplier des stratégies pour la réduction de la mortalité des enfants de 0 à 5 ans. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou Famba, et celui du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Vinagosi Kassongo, se sont entretenus avec la délégation de World Vision International pour échanger sur la contribution des uns et des autres à la campagne de plaidoyer sur la survie de l'enfant. Le Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa a rappelé à ses hôtes que la survie de l'enfant demeure une grande priorité pour le gouvernement de la République qui avait mis sur pied l'année passée un plan d'accélération de la survie de l'enfant et aujourd'hui, pour encore sauver plus de vies, un plan a été mis sur pied, à savoir la stratégie de distribution des kits familiaux, et ce dernier a mis suffisamment de fonds pour que cette stratégie soit opérationnelle sur toute l'étendue nationale d'ici janvier 2014, ce avant de s'adresser à la communauté internationale. Nous devons travailler ensemble pour la mobilisation des fonds en interne comme en externe et vous rassurer que tout l'argent mobilisé servira uniquement pour sauver les vies des enfants. Lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, 2 points évoqués au cours d'une audience que le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a accordée à une délégation de la Comifac. Suzanne Lemana,
Florent Ochumbe, reportage. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavonton Poutou-Elima, a eu une séance de travail avec une délégation de la Commission des forêts d'Afrique centrale, conduite par les facilitateurs Mathieu Kasseta. Ensemble, ils ont débattu de plusieurs points sur l'environnement, tels que la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Bavonton Poutou-Elima leur a présenté quelques projets prometteurs de chaque province pour assurer une bonne qualité de la biodiversité. Au cours de la dite réunion, les facilitateurs américains de la Comifac a dit au ministre que la Comifac va retenir la République démocratique du Congo sur son canevas des activités des 2 prochaines années. Nous voulons travailler avec l'ensemble des partenaires pour soutenir, mobiliser les actions pour la préservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts. Travailler avec l'ensemble des partenaires pour soutenir les initiatives en cours sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et enfin, nous voulons voir mise en place au niveau de la sous-région, de concert avec l'ensemble des autres partenaires, une participation accrue des parties prenantes en mettant l'accent sur 3 catégories d'acteurs que sont les jeunes, qui sont les leaders de demain, les femmes, mais aussi les communautés locales et autochtones. 60 bus du gouvernement provincial de Kinshasa vont s'ajouter à ceux du gouvernement central mis en circulation le 30 juin dernier. Ce bus destiné au transport en commun ont été réceptionnés par le gouverneur de la ville, André Kimbunta Yango Lisette Mojingamoto. Reportage. Après l'arrivée du premier échantillon des 10 minibus présentés au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbunta Yango, en mars 2013, c'est ce lundi 8 juillet 2013 qu'un premier lot des 60 nouveaux bus sur les 500 prévus du gouvernement provincial vient d'arriver à Kinshasa. Les 10 premiers bus déjà testés pendant quelques mois ont permis aux experts en automobile de se rendre compte de leur fiabilité par rapport à la voirie urbaine. Ainsi, des types de bus seront mis en circulation: les grands bus de plus de 80 places assises et mini-bus de 20 places à 500 francs congolais. Le chef de l'exécutif provincial qui a réceptionné cette nouvelle acquisition obtenue sur fonds propres de la ville de Kinshasa a souligné que sa gestion sera confiée au fournisseur chinois de la société Sino Ai Trading pour la protection de sa marque, assistée d'un comité de surveillance de la ville. Nous tenons d'abord sincèrement à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est lui qui nous a instruits pour l'achat de ces bus-là. Alors pour une meilleure gestion, le contrat est tel que ces usines à la fin seront montées ici à Kinshasa. Une solution au problème de mobilité dans la ville de Kinshasa. Les Kinois doivent savoir que c'est avec leur argent. Quand ils payent les impôts, quand ils payent les taxes dans la ville, c'est avec cet argent que nous nous permettons de réaliser ça. Nous demandons aux Kinois de soigner leurs biens. C'est leur bien à eux. Il a en outre signalé que la société Sino Ai Trading va implanter une succursale à Kinshasa pour la maintenance et la protection de ces bus. Les gouvernements industriels en phase d'expérimentation à Kimpese au Bas-Congo, c'est la production de pain à base de la farine de manioc. Une délégation d'opérateurs économiques ont palpé du doigt cette réalité. Le gouvernement de la République fait de l'autosuffisance alimentaire son cheval de bataille. C'est à ce titre que la Troïka stratégique, après avoir réussi le père Charles Kouzi Tanzaou, cet opérateur économique spécialisé dans les processus de la panification à base de la farine des manioc, installé à Kimpese, qu'une délégation d'opérateurs économiques a été dépêchée dans ces coins du pays pour s'imprégner de cette nouvelle technologie dans le secteur agro-industriel. Ce que nous avons vu ici, c'est très très encourageant. Et nous partons avec de très très bonnes impressions à Kinshasa et nous allons capitaliser cette visite pour traduire certaines préoccupations en actes concrets et pourquoi pas en entreprise sur terrain. Cette politique d'autoprise en charge alimentaire, soutenue par le gouvernement avec l'unité des productions des Kimpese, va s'étendre dans d'autres coins de la République où les gouvernements comptent implanter des projets similaires.
Démarrage aujourd'hui au centre interdiocésain de Kinshasa dans la commune de la Gombe de la 16e assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM en sigle. Pendant 7 jours, soit du 8 au 14 juillet 2013, les participants à ces assises vont réfléchir et proposer des recommandations relatives au thème choisi, à savoir l'Église, famille de Dieu, en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. La clôture des dits travaux sera marquée par la célébration d'un grand office religieux au stade de martyrs de Kinshasa le dimanche 14 juillet 2013. Nous allons terminer en sport. Le public congolais n'a pas été au rendez-vous au stade de martyrs ce dimanche. Qu'est-ce qui explique cette absence du public congolais au match de football qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo et aux Diables rouges de la République du Congo? Réflexion de Odilon Kayuma. L'entrée en matière de Léopards de la République démocratique du Congo aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville les week-ends derniers suscite les débats. C'est un stade de martyrs quasiment vide qui a accueilli les 2 équipes nationales, malgré la présence de la radio-télévision nationale congolaise toujours prête à servir la nation. Personne ne s'y attendait le moins. Le degré d'amour, le sens élevé du patriotisme que les Congolais ont chaque fois témoigné vis-à-vis du sport roi, le football, n'a pas été au rendez-vous. Un dimanche, pas comme les autres, bien que les Léopards ont remporté le match par un score de 2-1 face aux Diables Rouges. Cette absence du public dans les gradins du stade de martyrs soulève autant d'interrogations. C'est de savoir pourquoi les supporters congolais ont-ils boudé cette rencontre sportive du 7 juillet 2013. Est-ce le prix du billet à la hausse ayant été au centre du comportement des amoureux du ballon rond à ne pas joindre les stades mythiques? Place est à la réflexion pour les encadreurs sportifs. Un message fort, certes du peuple congolais, lancé à ceux qui ont dans leurs attributions la gestion du football, sûrement à quelque niveau que ce soit, à prendre leurs responsabilités. Responsabilités devant les amener à repenser notre système de football afin qu'il soit compétitif et attractif au public qui souhaite voir son équipe nationale gagner la compétition. Cela ne peut être possible si et seulement si l'organisation, l'encadrement du 11 national demeure une priorité prise au sérieux. Car en respectant cette démarche, les Léopards pourront être capables d'apporter plus de médailles au pays et surtout bénéficier de l'appui des supporters congolais et éviter les vides comme ce fut le cas lors de la rencontre précédente. Léopard, Diable Rouge. À bon entendeur. Salut. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous laisse suivre la lecture des ordonnances nommant les officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Lecture faite ici par le général Kassongo. Merci, au revoir et à la prochaine. Il souviendra à l'opinion tant nationale qu'internationale que depuis 2009, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est engagé résolument dans la voie de la réforme de nos forces armées. Après que le premier plan de réforme ait été élaboré et adopté par le Conseil supérieur de la défense et le gouvernement de la République, les instruments juridiques et légaux de ces plans ont été adoptés par les institutions de la République. La loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées a été promulguée en date du 11 août 2011, tandis que celle portant statut du militaire des forces armées a été promulguée en date du 15 janvier 2013. Prenant en compte les nouveaux éléments survenus en avril 2012 dans les territoires de Rutshuru
et de Nyiragongo, le plan initial de la réforme a été révisé et le Conseil supérieur de la défense l'a adopté. C'est donc dans le souci de se conformer d'une part à ce plan de réforme révisé et d'autre part de rajeunir progressivement et d'accroître l'efficacité des hommes qui commandent les forces armées que le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, a signé une série d'ordonnances, au total 12, dont une partie a été lue hier. Il s'agit donc des ordonnances 13/82 portant mise à la retraite des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, ordonnance 13/088 portant mise à la retraite des officiers subalternes, ordonnance 13/089 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux, ordonnance 086 portant mise à la retraite des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, ordonnance 13/087 portant mise à la retraite des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo, ordonnance 13/091 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers supérieurs et ordonnance 13/90 portant nomination à titre posthume des officiers généraux des forces armées, ordonnance 13/092 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers subalternes. Mesdames, Messieurs, vous aurez sans doute remarqué que parmi les ordonnances, il y a celles qui mettent à la retraite un certain nombre d'officiers généraux, supérieurs et subalternes. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, tient à féliciter ceux qui ont loyalement et fidèlement servi le pays et sont aujourd'hui honorablement admis à la retraite. Il rassure que, conformément à la loi portant statut du militaire, en ses articles 195 et 197, ils ont non seulement droit à des allocations fin de carrière, mais également à une réinsertion sociale honorable pour les officiers généraux et supérieurs et équitable pour les autres catégories. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, veillera de manière particulière à ce que ces avantages de fin de carrière soient effectivement alloués aux bénéficiaires par le gouvernement de la République. Enfin, Mesdames et Messieurs, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, félicite les heureux promus et exhorte les autres à faire mieux pour mériter à leur tour d'être élevés lors des prochains mouvements d'avancement. Aujourd'hui donc, deux ordonnances. La première porte le numéro 13/094 du 7 juillet 2013 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux de forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement son article 9, vu la loi 1201 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire de forces armées de la République démocratique du Congo à ses articles 1, 2, 3, 60, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010 instituant le port de grade et insigne distinctif au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er.
est nommé au grade de général d'armée des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Etumba Longila Didier, matricule 155 79 14 853 84. Article 2. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Amouli Baïgboa Dieudonné, matricule 157 79 20 364 64. Article 3. Sont nommés au grade de général-major ou vice-amiral de forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Mboya Mansiona Rombo, matricule 155 74 55 676 08. 2. Ndima Kongba Constant, 162 86 71 595 79. 3. Mouchale Chitamba Léon, matricule 155 77 32 736 36. 4. Banze Lubunji Dieudonné, matricule 155 76 51 833 31. 5 plutôt. Kabulo Damas, matricule 154 74 88 88 564. 6. Kifwa Kambili Jean-Claude, matricule 166 84 61 308 04. 7. Mbala Mounsense Célestin, 4. 8. Mukunto Kia